Bonjour. Et tout d'abord, merci d'être nombreux pour cette œuvre en scène que nous sommes très honorés de voir toujours plébiscitée par vous, mais qui, une fois n'est pas coutume, déroge à la règle. Je cite la description de l'œuvre en scène, un chef-d'œuvre des collections du musée du Louvre. Ici, d'abord, ce n'en est pas qu'un seul. Il y a 2 œuvres du musée du Louvre, 2 chefs-d'œuvre qui attendent d'être mieux découverts par vous et pas seuls non plus, puisqu'ils sont accompagnés, et c'est encore plus unique, de 2 chefs-d'œuvre très généreusement consentis pour un prêt de longue durée par le Metropolitan Museum of Art de New York pour une présentation que certains d'entre vous ont peut-être vue, et sinon je vous invite évidemment à aller la découvrir ou la redécouvrir dans les salles permanentes des Antiquités orientales, The Met at the Louvre, dialogue d'Antiquités orientales, parmi lesquelles évidemment ces 2 œuvres issues du monde iranien et centra-asiatique sont des ambassadeurs ou représentants majeurs. Donc c'est un quatuor auquel vous êtes invités aujourd'hui pour explorer les mythes et les pratiques rituelles de ces civilisations des mondes anciens, iraniens et centra-asiatiques. Donc vous allez aller très à l'est, et ce grâce à un duo unique lui aussi, puisque c'est un conservateur du Met et un conservateur du Louvre qui vont dialoguer ensemble, d'où le fait que ce sera aussi un petit concert d'anglais et de français comme il se doit. Donc je vous présente très rapidement Yelena Rakic, qui est titulaire d'un doctorat de l'université de Pennsylvanie, avec une toute petite parenthèse qui est qu'on est dans une semaine antiquité orientale américaine d'une certaine manière, et que si vous le souhaitez, vous pouvez également revenir demain écouter Holly Pittman de l'université de Pennsylvanie sur des fouilles à Lagash auxquelles le Met et le Louvre, Yelena Rakic et des équipes des antiquités orientales contribuent également. Donc tout est lié, mais je reviens d'abord et avant tout au fait qu'après avoir quitté UPenn, Yelena Rakic est depuis quelque temps l'une des éminentes conservatrices du département d'art du Proche-Orient ancien du Metropolitan Museum of Art de New York, où elle travaille en particulier sur les saux-cylindres mésopotamiens, mais aussi sur l'histoire des collections et particulièrement les débuts de la collecte d'objets d'antiquité orientale aux États-Unis, au Met évidemment, mais aux États-Unis en général. Et qu'elle est particulièrement impliquée également dans le très vaste projet de refonte du département qui devrait voir le jour l'année prochaine. Elle enseigne aussi, elle a enseigné à l'université de Pennsylvanie, retour aux sources, mais aussi à l'université du Connecticut, à la Cooper Union et au CUNY Graduate Center. Elle fouille, et vous allez voir que c'est un vrai dialogue, puisque c'est aussi le cas de François Bridet. Elle a fouillé en Égypte, en Syrie, en Jordanie, et elle a également honoré le Metropolitan d'un certain nombre d'expositions, dont une exposition qui avait fait date sur le cylindre de Cyrus. Et François Bridet, de son côté, fait également un autre pont avec New York, puisque, non content d'être un historien de l'art et archéologue qui a été conservateur au service des antiquités orientales au Louvre depuis 2015, il a également eu la chance, disons-le, d'être en poste à New York entre 2020 et 2024 en tant qu'attaché culturel de l'ambassade de France aux États-Unis. Et c'est donc cet autre pont avec le Met et avec New York. Et au Louvre, il est plus particulièrement responsable des collections iraniennes dites anciennes et avec un attachement et un travail très remarquable à l'époque dite proto-urbaine, c'est-à-dire les 5e et 4e millénaires avant notre ère. Et vous allez voir que ça touche en partie largement les histoires qu'ils vont du coup vous raconter ensemble, avec aussi un très fort travail sur les traditions céramiques de Suse. Il enseigne lui aussi à l'école du Louvre, à l'université de Strasbourg notamment. Il a également fouillé, et ça nous amène au domaine centra-asiatique du côté du Turkménistan et également du Kurdistan irakien. Alors maintenant que je vous les ai un tout petit peu présentés, ce duo, et que je vais évidemment leur céder la place pour vous parler de ce quatuor encore un peu dans l'ombre, mais qui va prendre toute la lumière dans le cadre de cette œuvre en scène, je me dois, et j'espère ne pas être longue, de faire ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire de remercier tous ceux qui ne prendront vraiment pas la lumière et qui pourtant ont œuvré à cette œuvre en scène.
avec les petites mains que vous apercevrez de la régisseuse Anne Mettetal, qui œuvrera pour les manipulations, mais également à la production de l'auditorium Valentine Gay et Colas Gallo, Gérard Parus, Joanne Lesage, Sofiane Ebache, Mustapha Seffar, Antoine de Giuly, Maxime David, Didier Degros, Clara Marsal, tous les ateliers d'installation et supports muséographiques du Musée du Louvre, sans oublier Barthélemy Glabat et Marguerite Leroy, pour vous montrer que c'est effectivement une œuvre collective, que ce dispositif unique qu'est l'œuvre en scène. Sur ce, je vous rejoins pour profiter justement de ce dispositif exceptionnel, et d'autant plus aujourd'hui. Depuis février 2024 et jusqu'en septembre prochain, le département des Antiquités orientales du Musée du Louvre accueille au sein de son parcours permanent 10 œuvres majeures des collections du département d'art du Proche-Orient ancien, du Metropolitan Museum of Art de New York, actuellement fermé pour rénovation avant une réouverture prévue en 2027. Ces œuvres invitées, qui figurent parmi les chefs-d'œuvre de l'art de l'Antiquité, entretiennent des résonances remarquables avec les collections du Louvre, en un dialogue fécond qui offre un nouvel éclairage tant à ces pièces uniques, celles du Metropolitan Museum, qu'aux grandes séries archéologiques issues des fouilles menées en Mésopotamie et en Iran au XIXe et XXe siècle par le Musée du Louvre et qui constituent, pour majeure partie, les collections du département des Antiquités orientales. Il a paru dès lors évident, en marge de cette exposition, de consacrer une œuvre en scène à cette collaboration inédite en prolongeant le dialogue initié dans les salles sur la scène de l'auditorium. De manière inhabituelle donc, c'est à une œuvre en scène exceptionnelle que vous êtes conviés aujourd'hui, avec la découverte de non pas un, mais de 2 chefs-d'œuvre appartenant aux collections du Metropolitan Museum, que nous allons avoir le plaisir de présenter à 2 voix, en dialogue, avec mon homologue new-yorkaise, Yelena Rakic. Ces 2 œuvres, une surprenante hache en argent partiellement dorée, ornée de créatures fantastiques et attribuée aux civilisations de l'âge du bronze d'Asie centrale, ainsi qu'un taureau agenouillé tenant un vase en argent, réalisé en Iran à la fin du IVe millénaire, sont par ailleurs rejointes sur scène par 2 œuvres des collections du département des Antiquités orientales du Louvre, que vous découvrirez dans quelques minutes. Ensemble, par le dialogue qu'elles nouent, elles nous invitent à explorer la richesse des civilisations des mondes iraniens anciens, de leur culture, de leurs arts et de leurs mythes. Ce voyage débute avec une petite statuette de taureau en argent, acquise par le Metropolitan Museum of Art sur le marché de l'art en 1966, et dite alors comme provenant du nord-ouest de l'Iran. Elle séduit au premier regard, tant par la préciosité du matériau employé que par l'originalité du sujet représenté, tant par la puissance sculpturale des formes et la très haute technicité déployée par son créateur, mais aussi par la force tranquille qui se dégage de l'animal représenté, qui confère à cette œuvre une indéniable monumentalité malgré des dimensions somme toute modestes, puisqu'elle ne mesure qu'une quinzaine de centimètres de hauteur.
Comme François l'a expliqué, je commencerai mon intervention aujourd'hui avec une description détaillée d'un objet qui occupe une place particulière dans mon cœur, car il incarne les observations minutieuses du monde naturel que les peuples anciens ont réalisées à travers l'art figuratif en Asie occidentale. Cette sculpture remarquable en argent représentant un bovin est à la fois un tour de force de l'art ancien, de la métallurgie, et un témoignage du grand talent de son créateur qui a su concevoir et réaliser une représentation fascinante et quelque peu énigmatique. Représentant un animal de proportions monumentales, cette petite figure d'environ 16 cm de haut a été conçue en ronde bosse, comme en témoignent ses caractéristiques formelles. L'animal est représenté dans une attitude humaine, les bras ou les pattes avant tendues, tenant un grand récipient à bec verseur. Sa tête finement modelée est encadrée par une paire de cornes qui s'élèvent de son crâne et se courbent vers l'intérieur pour former de grands cercles, créant une impression de dynamisme, surtout lorsqu'on le regarde de dos et de dessus. Les oreilles de l'animal se dépassent sous les cornes et semblent proportionnellement équilibré. À l'intersection des cornes et des oreilles, la position des yeux, en forme de losange, profondément enfoncés et qui ont peut-être été incrustés à l'origine, concentre les traits de l'animal sur le côté de la tête. Les sourcils courbés, formés par des lignes incisées haut sur le crâne, accentuent encore ce trait. Les autres traits du visage font partie du museau de l'animal et se composent de fosses nasales profondes et nettement délimitées, ainsi que d'une rainure profonde traversant le museau qui est bien formée et suggère des lèvres charnues. L'effet global, lorsque l'on regarde la tête de l'animal depuis le haut, est une impression de forme géométrique. La circularité des cornes contraste avec la forme triangulaire de la tête. Malgré cette emphase sur la géométrie, la tête et les traits du visage semblent assez naturalistes. La tête repose sur le cou relativement large et puissant de l'animal. À l'avant, le cou est plutôt étroit et se fond rapidement dans la poitrine de l'animal, qui est rendue de manière très définie. Vu de profil et de dos, cependant le cou est assez large, ce qui accentue encore ses épaules massives. Le modelé subtil et la position des épaules contribuent à donner un aspect plus humain à cette partie de la figure, en particulier lorsqu'on la regarde de dos. Une dépression divise l'épaule de chaque côté en deux muscles bien dessinés qui s'étendent jusqu'à une crête délimitant le début des pattes avant de l'animal. En raison de cette posture et de cette pose particulière, les épaules et les pattes peuvent également être considérées comme des bras s'étendant du corps de l'animal, comme pour tenir le récipient. Chaque patte ou bras se termine par un sabot élargi et aplati qui suggère des mains. Les éperons internes sont soulignés et servent de pouce aux mains qui tiennent la partie inférieure du récipient assez haut avec un bec très long et 2 lignes incisées à la base et 3 lignes sous le rebord. Une caractéristique frappante de la sculpture est la représentation de ce qui semble être un long vêtement décoré, enroulé autour de la partie inférieure du corps de l'animal. En contraste, les épaules et la poitrine restent découvertes, soulignant ainsi la douceur du haut du corps de l'animal. Le vêtement, avec ses motifs géométriques ciselés à la surface, ajoute à la richesse de l'ensemble et cache également les transitions maladroites entre les formes animales et humaines qui seraient autrement visibles. Un bord du vêtement passe en diagonale sur le devant de la figure, de la gauche de l'animal vers le bas à droite, où il est orné d'un pompon sur le côté du genou. Un autre détail remarquable du textile est constitué par les lignes parallèles finement travaillées qui courent le long de tous les bords supérieurs du vêtement, bien qu'elles ne soient plus visibles sur le haut du dos sous les épaules. Des rayures à motifs géométriques en escalier, ressemblant à un autel, alternent avec des rayures unies, ce qui ajoute un intérêt visuel et une impression de somptuosité et de texture.
La forme du bas du corps de l'animal, avec son ventre gonflé, contraste avec une taille qui s'affine, plus visible encore lorsqu'on le regarde de dos, est accentuée par les rayures du vêtement qui apparaissent diagonales à l'avant et plus circulaires et ondulées à l'arrière. On a l'impression que le tissu s'enveloppe autour du corps grâce à l'attention portée aux détails de l'ensemble du vêtement et du corps de l'animal. Les pattes, également recouvertes par le vêtement, sont repliées et cachées sous la silhouette, tandis que l'accent est mis sur les gros genoux et l'arrière-train de l'animal. Ces caractéristiques de composition font que l'impression dominante est celle d'une silhouette entièrement agenouillée. Les sabots arrière sont clairement dessinés sur la face inférieure et sont visibles à l'arrière et sur les côtés. Bien qu'ils soient quelque peu aplatis, leur partie supérieure incurvée rend la figure instable, de sorte qu'elle n'aurait jamais pu se tenir debout sur une surface dure sans quelque support. Aujourd'hui, lorsque la sculpture est exposée dans une vitrine ou ici dans l'auditorium, un petit support en forme de coin est utilisé pour la soutenir. L'instabilité introduite par ce détail, facile à manquer, contraste avec l'impression générale de lourdeur que dégage la forme globale de la figure. Un autre détail qui témoigne de l'intégrité de l'image dans son ensemble est que les rayures du vêtement se prolongent sur la face inférieure, renforçant l'idée que son créateur a conçu cette représentation dans son ensemble. Tant sur le plan artistique que technique, l'animal agenouillé est un exemple remarquable de l'art de l'Asie occidentale antique. Lors de son acquisition, l'animal agenouillé était recouvert d'une couche de corrosion qui masquait de nombreux détails. Avant le nettoyage de la figurine, on pensait que le récipient qui cachait le visage de l'animal lorsqu'on le regarde de face descendrait à un niveau inférieur une fois l'incrustation retirée. Cette hypothèse s'est avérée fausse et la position actuelle du récipient est en fait celle prévue à l'origine. Sur le plan de la composition, la vue de face est la moins réussie. La figurine est plus efficace lorsqu'elle est vue de 3/4 ou de profil. Le fait que la figurine n'ait pas été conçue comme une image frontale fournit des indices importants pour interpréter où et quand elle a été créée. Par son style et son iconographie originale, celle d'un animal en attitude humaine, nous y reviendrons dans quelques instants, le taureau sauvage en argent du Met peut assurément être rattaché à la culture dite proto-élamite qui se développe sur le territoire de l'actuel Iran à l'extrême fin du IVe millénaire avant notre ère. Entre 3200 et 3000 avant notre ère, la plaine de Suzian, dans le sud-ouest du pays, et le grand plateau iranien partagent des traits culturels nouveaux, caractérisés par l'apparition de nouvelles traditions céramiques, le développement d'un art original, et surtout l'apparition et l'utilisation d'une écriture spécifique, dite proto-élamite, marquant les débuts dans le monde iranien de l'écriture, près de 2 siècles après son intervention sous une forme toute différente dans le sud de la Mésopotamie voisine. Le phénomène culturel proto-élamite a connu une vaste aire de répartition et a été observé sur des sites aussi éloignés que Suse, en plaine de Suzian, Tépé-Sophaline, Tépé-Sialk ou Talémalian, l'ancienne cité d'Anshan, principale agglomération de la région sur le grand plateau central iranien, Tépé-Yaria, plus à l'est, mais aussi Char-et-Sorta, au-delà du désert de Lout. En plaine de Suzian, cette culture proto-élamite est venue supplanter la culture dite de l'Uruk récent, qui s'est développée initialement dans le sud de la Mésopotamie, mais a été adoptée, assimilée localement à Suse et autour à partir de 3500 avant notre ère et jusque vers 3300. Déployée le long des principales routes permettant l'acheminement des matières premières locales vers la Mésopotamie, notamment minerais et métaux dont le plateau iranien est si riche, ce réseau de sites proto-élamites a préfiguré l'entité politique et culturelle double qui sera connue aux époques historiques à partir de la seconde moitié du IIIe millénaire, sous le nom d'Élam, royaume dont Anshan et Suse seront les 2 capitales. L'art de l'époque proto-élamite est essentiellement connu par de la petite sculpture et de nombreux sceaux et empreintes retrouvés en particulier lors des fouilles de Suse, site majeur du Proche-Orient ancien, qui a été fouillé par des archéologues français pendant près d'un siècle, entre 1883 et 1979.
ce qui explique que la collection d'antiquités iraniennes du musée du Louvre soit particulièrement riche, les découvertes ayant été faites à Suse, ayant été partagées entre l'Iran et la France. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, la principale caractéristique de cet art proto-élamite est d'être un art quasi exclusivement animalier, seules de très rares représentations humaines étant connues pour cette période dans le monde iranien. Cet art est notamment connu par de nombreux sceaux-cylindres, nom donné à de petits cylindres de pierre gravés de motifs ou d'inscriptions, destinés initialement à être imprimés sur de l'argile pour en laisser une empreinte ayant valeur de signature, et dont l'utilisation au Proche-Orient s'est généralisée à partir du milieu du IIIe millénaire. Les sceaux, en particulier de la série dite proto-élamite classique, illustrent la quintessence de cet art. Taillés de manière préférentielle dans du marbre, de la roche bitumineuse ou de l'eulandite, une pierre verdâtre légère et tendre semblable à du talc, ces sceaux représentent des frises d'animaux sauvages, en fil, comme sur le sceau en haut de l'écran représentant un taureau sauvage et son petit veau, ou parfois en paires opposées, en position héraldique, comme sur les deux autres sceaux présentés, représentant respectivement deux ibex, reconnaissables à leurs longues cornes et se faisant face, ou deux taureaux allongés. Tous semblent interagir parfois dans ce qui ressemble à des scènes d'attaque, comme sur le sceau du bas, où un lion semble s'attaquer au bovidé. Un des traits caractéristiques de cette série, outre la façon très particulière de représenter le corps de ces animaux en délimitant les différentes masses musculaires, est l'inclusion de ces figures animales dans un paysage, évoqué ici par des motifs végétaux, ou là par de petites écailles surmontées d'un motif de feuilles évoquant l'environnement de montagnes boisées. Mais le trait le plus original de cet art animalier de l'époque proto-élamite est la représentation d'animaux en attitude humaine, là encore sur des sceaux et empreintes apposées sur des tablettes ou des scellements. Les animaux, taureaux, bouquetins et lions principalement, sont représentés en lieu et place des hommes, dans des scènes de la vie quotidienne directement empruntées au répertoire iconographique de la glyptique de l'époque précédente, celle de l'Uruk-Crescent. En haut, une scène de chasse où un lion tire à l'arc sur un taureau, tandis qu'un taureau s'apprête à assommer un lion, et une scène agricole où un lapin semble traire une chèvre. En bas, une scène d'administration. Un taureau sauvage agenouillé, le buste et la tête vus de face, interagit avec deux autres quadrupèdes, eux aussi agenouillés, le tout se déroulant devant de petites constructions à coupole qu'il faut identifier comme des greniers ou des silos à grains. C'est encore une scène d'administration que l'on retrouve sur un sceau du musée de Berlin considéré comme un des chefs-d'œuvre de la série. Les protagonistes, un taureau, un âne, un bouquetin, eux aussi en position agenouillée, comme le taureau, ils manipulent des divers objets à proximité de silos à grains. L'art animalier de l'époque proto-élamite est bien connu également à travers la petite sculpture. Plusieurs figures animalières en marbre ont été retrouvées à Suse, doivent être rattachées à cet art proto-élamite, nous y reviendrons dans quelques instants. Et c'est aussi le cas de plusieurs éléments de sculpture en métal provenant du marché de l'art, qui représentent soit des animaux dans une veine naturaliste, telle la pendeloque en argent en forme d'antilope conservée au Met, qui en est un des plus beaux exemples, soit des animaux en attitude humaine, comme une autre pendeloque, elle aussi en argent, elle aussi conservée dans les collections du Met, représentant un taureau debout. Au-delà des représentations animalières déjà évoquées, une autre série de sceaux, principalement connus par leur empreinte sur des tablettes de comptabilité, offre une iconographie encore différente. S'il s'agit toujours d'animaux en attitude humaine, ceux-ci ne sont plus les acteurs de scènes de la vie quotidienne, mais de scènes où ils semblent investis d'une dimension supranaturelle. Selon les auteurs, ces animaux incarneraient alors des forces de la nature ou personnifieraient, tels des totems, les institutions de pouvoir, familles ou clans structurant la société proto-élamite. Sur une grande tablette de comptabilité, la plus grande que l'on connaisse, avec ses 21 cm de haut et près de 27 cm de large, provenant de Suse et conservée au musée du Louvre,
On voit ainsi, à l'arrière, à la fin du texte, 2 empreintes du même sceau, illustrant en alternance des combats entre un taureau et 2 lions ou entre un lion et 2 taureaux. Entre ces différents groupes prend place un motif de triangle hirsute, parfois considéré comme un emblème royal ou de pouvoir. Si nous ne savons pas précisément ce que ces 2 créatures animales, le lion et le taureau, représentent ici, elles pourraient faire référence chacune à une autorité supérieure terrestre ou cosmique. L'équilibre des combats, sans vainqueur ni vaincu, auquel elles participent, suggère néanmoins, au-delà de leur opposition, une équivalence de statut et de pouvoir. D'autres tablettes portent encore des empreintes dont l'iconographie se heurte, elle aussi, à toute interprétation définitive. On y voit par exemple des lionnes agenouillées dans des bateaux, des files de lionnes passantes dans l'attitude d'Atlante qui portent de leurs bras des chaînes de montagne. On remarquera, comme sur le sceau précédent, la convention de représentation de ces montagnes sous la forme de petites écailles ou plutôt de petits globules, dans le cas présent, surmontés de motifs de feuilles. Sur une 3e empreinte, des lionnes passantes, les mains jointes à l'avant du corps, dans une attitude connue, également dans la petite sculpture, notamment à travers la célèbre lionne dite de Guénol, du nom de l'ancienne collection particulière à laquelle elle a appartenu jusqu'en 2007. Cette petite sculpture de 8,3 cm, taillée dans de la magnésite, est peut-être le plus bel exemple, avec le taureau du Met, de la sculpture proto-élamite et au-delà, un chef-d'œuvre de l'art antique. Elle représente une lionne anthropomorphe, au corps musculeux, debout, les 2 mains jointes à l'avant du torse, dans une attitude de puissance contenue. Plus encore que le taureau en argent, cette statuette se défile à la simple vision frontale, en combinant des vues de 3/4 pour les jambes, une vue de face pour les bras et le buste, et de profil pour la tête, traduisant ainsi, sans équivalent aucun à l'époque, un mouvement de torsion tridimensionnel partant des jambes et culminant au niveau de la tête au port altier de l'animal. Bien que caractéristique, comme nous l'avons vu, de l'art proto-élamite, le taureau en argent s'inscrit cependant dans une tradition plus ancienne de petites sculptures proprement susiennes, iraniennes, bien connues en particulier par les séries archéologiques découvertes à Suse, et en particulier par 2 ensembles connus sous le nom de dépôts archaïques. C'est au cours de l'année 1909, lors des fouilles menées par le fouilleur français Roland de Mecquenem, que ces 2 dépôts de sculptures, considérés comme rituels, ont été retrouvés en amas à 1 mètre de l'autre. L'ensemble des œuvres composant ces 2 dépôts sont aujourd'hui conservées au musée du Louvre, en vertu des conventions signées entre la France et la Perse en 1895 et 1900, encadrant alors les fouilles françaises menées dans le pays et prévoyant la dévolution des découvertes faites à Suse à la France. Chacun des 2 dépôts archaïques regroupait respectivement 17 petites sculptures pour le premier et 15 pour le second, majoritairement datées de la période de l'Uruk récent, soit entre 3500 et 3300 avant notre ère, à l'exception de 4 éléments. 3 petites sculptures du premier dépôt et un vase plastique en forme d'oiseau en terre cuite appartenant au second dépôt, qui doivent être, eux, rattachés à l'époque proto-élamite, époque à laquelle les 2 dépôts auraient donc été constitués. Ces 3 petites sculptures, une statuette de félin monstrueux, une statuette acéphale de bovidés couchés et une petite pendeloque en forme d'oiseau, toutes réalisées en marbre, témoignent, comme nous l'avons vu avec l'admirable lionne de Guénol, d'un sens du modelé anatomique et d'une attention aux détails décoratifs propres aux productions de l'Iran de l'extrême fin du IVe millénaire. Mis à part ces pièces de l'époque proto-élamite, les dépôts archaïques de Suse sont principalement constitués de petits vases et statuettes zoomorphes en albâtre, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici au premier chef, de petites sculptures dorantes et dorants qui constituent les premiers témoignages d'une pratique amenée à une grande postérité au Proche-Orient ancien à partir du IIIe millénaire, celle de vouer son effigie dans le temple pour y perpétuer sa prière. Sculptées dans le albâtre, les orantes sont inlassablement représentées selon une convention propre à Suse et au monde élamite. Agenouillées,
les jambes enveloppées par le tissu de leur jupe qui laisse parfois dépasser à l'arrière des petits pieds, c'est-à-dire la même position qui est celle de notre taureau en argent, avec, dans le cas des orantes, les mains jointes portées à l'avant du corps en signe de prière. Une autre statuette susienne, d'une quinzaine de centimètres, taillée également dans de l'albâtre et appartenant à l'un des deux dépôts, au deuxième, supporte encore un peu plus la comparaison. Aussi l'avons-nous invité sur scène. On ne saurait préciser, affirmer, s'il s'agit d'un homme, comme pourrait l'indiquer l'absence de poitrine et de robe, ou d'une femme, comme semble le suggérer la coiffure tombante dans le dos, identique aux orantes vues précédemment. Quoi qu'il en soit, le personnage adopte une attitude quelque peu différente. Il est accroupi et non agenouillé, les jambes repliées à l'avant du corps, et il tend de ses mains un vase à petit col et à panse ovoïde, d'une forme d'ailleurs bien connue par ailleurs à l'époque, sans doute en offrande. Le travail du sculpteur est ici plus grossier et fait preuve d'un traitement général plus simple des formes et des proportions, caractéristiques des sculptures archaïques de Suse. Les traits du visage sont à peine ébauchés, seules de maladroites incisions viennent indiquer les yeux encadrés d'arcades sourcilières saillantes qui se rejoignent en un nez droit. Le buste, les bras et le vase sont traités dans une même masse continue, sans qu'aucun espace ne soit ménagé entre ces trois éléments. Les avant-bras de taille inégale sont disproportionnés par rapport aux bras et les mains ne sont signalées que par quelques incisions figurant les doigts. Enfin, de profondes incisions, faites à la scie, permettent d'indiquer la séparation entre cuisses et jambes d'une part, et entre les deux jambes et les deux pieds d'autre part. Lorsque l'œuvre est vue de pleine face, le vase vient masquer le visage du personnage. Elle était donc destinée à être vue de manière privilégiée soit de profil, soit de trois quarts, selon une norme propre au monde susien et qui s'est généralisée, nous l'avons vu, à l'époque proto-élamite. La confrontation de cet orang avec le taureau est de ce point de vue éloquente. En dépit des indéniables différences stylistiques liées autant aux matériaux employés qu'à l'expression de traditions artistiques spécifiques propres à deux époques distinctes, on mesure ce qui lie culturellement et artistiquement ces deux images produites à quelques siècles d'intervalle et représentant chacune un personnage dans l'attitude rituelle de l'offrande. On mesure ainsi ce que l'art de l'époque proto-élamite doit au modèle artistique susien mis au point à l'époque de l'Uruk-Crescent. L'exceptionnelle qualité artistique de la sculpture en argent représentant un taureau est indissociable du haut niveau de savoir-faire artisanal qui a présidé à sa fabrication. À cet égard, le taureau est également un chef-d'œuvre de la métallurgie du IVe siècle, du IVe millénaire avant notre ère. La métallurgie ayant été développée au milieu du 5e millénaire avant notre ère en Iran pour la production du cuivre, cette technologie a ensuite été étendue à d'autres métaux tels que le plomb, l'or ou l'argent au cours du millénaire suivant. L'argent natif est rare en Asie occidentale. Il doit donc être extrait de galène argentifère, un minerai de plomb contenant d'importantes quantités d'impuretés argentifères qui est abondant sur le plateau iranien. Un processus d'extraction complexe consistant d'abord à réduire le minerai pour obtenir du plomb, puis à séparer l'argent contenu dans ce plomb par un procédé d'affinage appelé coupellation, était utilisé pour produire ce métal précieux. Ce n'est qu'alors que l'argent était apte à être transformé. Ce procédé est bien attesté par des vestiges archéologiques provenant de sites du plateau iranien datant du milieu du 4e millénaire avant notre ère. Les techniques de fabrication de la sculpture en argent en forme de taureau ont fait l'objet de nombreuses recherches et analyses que je vais maintenant vous présenter.
En 1970, Kate C. Leffert, conservatrice au Met, a publié un rapport technique sur cet objet qui a révélé une grande partie de ce que nous savons aujourd'hui de sa fabrication. Véritable tour de force de l'art ancien de la métallurgie, cette figure creuse a été construite à partir d'au moins 15 pièces d'argent plat qui ont été roulées pour obtenir la forme arrondie souhaitée, puis assemblées par superposition et soudure à l'argent. Au moment de l'étude, la tête avait été détachée du corps pour pouvoir être étudiée de l'intérieur comme de l'extérieur et de mieux comprendre le procédé de fabrication. Les radiographies préliminaires ont fourni de nombreuses informations sur la technique utilisée, notamment le fait que la tête était une pièce séparée, insérée sur le cou de l'animal à une distance de 6 à 8 mm. Des traces d'outils ont été trouvées à l'intérieur du corps et de la tête, dans les zones où le modelage est le plus détaillé. En raison de l'état général de la pièce, les traces de modelage sur la surface extérieure ont été considérées comme perdues, mais les éléments finaux du dessin ont été réalisés en ciselant la surface. De plus, comme une grande partie de la surface d'origine était corrodée, le dessin ciselé n'est pas aussi net qu'il l'était à l'origine, mais le nettoyage a permis de mettre en évidence certains détails. Dans certaines zones, les traces d'outils ont été étudiées. Par exemple, les lignes verticales du motif sur le vêtement de l'animal ont été réalisées à l'aide d'un outil rectangulaire de 3,5 mm de long. Et le motif géométrique entre ces lignes a été réalisé à l'aide d'un outil plus petit d'environ 2,5 mm de long et à extrémité ovale. Chaque ligne perpendiculaire à la suivante a été réalisée d'un seul coup. Un petit outil triangulaire de moins de 1 mm de long a été utilisé pour créer la frange le long du bord du vêtement. Le corps de l'animal a été réalisé en 3 pièces, tandis que la pièce a été réalisée d'une seule pièce, et les joints sont visibles par intermittence sur la surface extérieure. Les pattes avant sont des pièces creuses, séparées soudées à leur emplacement, comme le montre la radiographie. Au niveau des coudes des pattes avant, la radiographie montre une densité supplémentaire qui suggère un joint à cet endroit, mais rien n'indique cela à la surface. La pièce d'argent qui composait la tête a été coupée à l'avant et à l'arrière, roulée pour obtenir la forme générale, puis soudée le long des découpes. Le modelage détaillé de la tête a été réalisé à l'aide d'un outil émoussé de petite taille dont les marques sont visibles à l'intérieur. Les oreilles et les cornes sont des pièces creuses séparées, insérées dans la tête et soudées à leur emplacement. Le récipient est également constitué de plusieurs pièces soudées entre elles. Au cours de l'étude, il a été déterminé que le métal aurait dû être solidement soutenu pendant l'opération de soudure afin de ne pas s'effondrer vers l'intérieur lorsqu'il était chauffé et qu'il aurait également dû être renforcé pendant le ciselage du motif. Une fine couche d'une substance noire, poreuse et sableuse a été trouvée solidement fixée aux surfaces intérieures, mais la plupart du matériau de renfort avait probablement été retiré du corps avant que la tête n'y soit soudée. Bien que la surface actuelle du métal soit généralement piquée et érodée, le métal lui-même est solide et assez ductile. La composition de l'argent a été analysée pour l'étude de 1970 à l'aide d'analyses chimiques invasives d'échantillons réalisées par activation neutronique thermique afin d'identifier la composition chimique des alliages d'argent utilisés pour fabriquer certains des composants ainsi que certaines soudures identifiées lors de sa restauration. En 1923, une analyse non invasive par spectrométrie de fluorescence gamma a été réalisée au Met par Omid Oudbashi, Federico Caro et Jean-François de Lapérouse afin de caractériser la composition des alliages d'argent et de comparer les nouvelles données avec les résultats obtenus précédemment. L'analyse a montré que l'argent est le principal constituant de toutes les pièces et a indiqué qu'elles étaient composées de 2 types d'argent différents, de l'argent non allié, avec une très faible concentration d'impuretés, et des alliages d'argent et de cuivre,
de qualité inférieure avec une teneur variable en cuivre. Plus précisément, l'ancien métallurgiste a utilisé des alliages d'argent et de cuivre de qualité inférieure pour créer la plupart des parties supérieures de l'objet, à l'exception des cornes du taureau. Les cornes ainsi que les soudures sont en argent non allié, qui a également été utilisé pour les parties inférieures, notamment le tissu à motif, la base et les sabots arrière. Les données sur la composition obtenue par spectrométrie de fluorescence et NAA, l'activation neutronique thermique, était très similaire, ce qui indique que l'argent non allié et l'argent allié ont pu être utilisés dans le même objet. La raison de cette combinaison n'est pas tout à fait claire, mais elle pourrait s'expliquer par le fait que l'argent allié est plus dur que l'argent pur et que cette dureté était peut-être recherchée pour certaines parties de la figurine. Au-delà de ces aspects techniques, la dernière question à se poser, et non des moindres, est celle de la fonction de cet énigmatique taureau d'argent agenouillé, vêtu de vêtements humains et tenant un vase entre ses sabots. Comme nous les espérons l'avoir démontré dans notre description détaillée des qualités formelles de l'objet et dans notre discussion sur son contexte culturel, l'esthétique était clairement importante pour les personnes qui ont créé ces chefs-d'œuvre. Je tiens toutefois à souligner que ces représentations avaient toujours une fonction. Elles servaient à faire quelque chose, même si nous avons encore du mal aujourd'hui à comprendre ce que c'était. Si la fonction de la sculpture n'est pas connue avec certitude, certains indices permettent toutefois aux chercheurs d'émettre des hypothèses sur son utilisation possible. Avant le nettoyage effectué par le Metropolitan Museum, la surface de la sculpture était recouverte d'une couche de corrosion assez uniforme, de couleur blanc cassé, de texture poudreuse et facilement enlevable par un léger grattage. Certaines parties de cette couche représentaient un motif de tissu tissé, dont les fibres individuelles avaient été complètement minéralisées, tout en conservant leur position d'origine sur l'objet. Apparemment, chacun des membres antérieurs, la tête et les cornes, et le récipient entre les pattes avaient été enveloppés séparément dans du tissu. Ces traces de tissu suggèrent que la sculpture a été intentionnellement enterrée, peut-être dans le cadre d'un rituel ou d'une cérémonie. En fait, la posture de l'animal pourrait elle-même faire référence à l'accomplissement d'un rituel important dans lequel la sculpture aurait pu avoir un rôle fonctionnel tel que le versement de libations. De plus, à l'intérieur du corps creux de l'animal, 5 cailloux de calcaire d'un diamètre de 1 à 1,5 cm et pesant au total 6,3 grammes ont été trouvés. 4 de ces cailloux sont visibles sur la radiographie. Cette découverte a conduit certains à penser que l'objet pouvait servir de crécelle. La forme et la courbure du corps permettent à l'animal de tenir confortablement dans la main. Comme déjà mentionné, il ne tient pas facilement debout tout seul sur une surface plane. Toutes ces observations renforcent l'idée qu'il était destiné à être utilisé activement dans des rituels, notamment pour produire des sons. Je voudrais souligner 2 éléments de la composition formelle de la sculpture qui suggèrent une signification possible, même si celle-ci reste difficile à cerner. La première est le vêtement qui enveloppe le corps de l'animal. L'effort qui a dû être nécessaire pour concevoir et réaliser cette forme très accrocheuse indique son importance. S'agit-il d'un vêtement réel ou imaginaire? Et comment est-il fixé au corps? Si l'animal se tenait sur ses 4 pattes, cela ne fonctionnerait pas et ne semble donc avoir de sens que dans cette posture précise. Le second élément est la représentation des cornes. Les cornes de bovins sont généralement courbées vers l'extérieur, mais celles-ci sont courbées vers l'intérieur. En fait, les cornes peuvent être formées de manière à courber dans une direction précise, afin que les animaux domestiques ne se blessent pas entre eux. Les cornes recourbées vers l'intérieur de cette figure transmettent le message très fort d'une force puissante maîtrisée qui a été délibérément rendue inoffensive. Le vêtement et les cornes avaient clairement une signification et contribuaient peut-être à indiquer la fonction réelle de l'objet, quelle qu'elle fût. Quelle que soit cette fonction exacte, il reste une question ouverte. Cette extraordinaire sculpture en argent est néanmoins une image emblématique qui revêt manifestement une grande importance pour les anciens dans le monde iranien.
Passons maintenant au deuxième objet que nous allons regarder aujourd'hui. À première vue, il pourrait sembler très différent du taureau agenouillé, mais les deux partagent des éléments importants qui peuvent nous aider à comprendre les peuples qui vivaient il y a des millénaires et ce qui était important pour eux. Tous deux sont en argent et sont des exemples de savoir-faire et de fabrication exceptionnelle. Tous deux ont également une qualité sculpturale indéniable, mais ils ne sont pas uniquement des sculptures à proprement parler. De quoi s'agit-il exactement? Si le taureau agenouillé nous semblait être l'expression énigmatique d'une chose difficile à comprendre aujourd'hui, je dirais que c'est encore plus vrai ici. La forme de cet objet indique sa fonction. Il s'agit de la tête d'une hache. Cependant, plusieurs éléments de sa conception rendent très difficile l'utilisation de cet objet pour couper ou pour hacher. Créés en partie en ronde bosse et en partie en relief, ces éléments plus sculpturaux représentent la lutte acharnée d'une créature ressemblant à un oiseau contre un sanglier et un dragon. Cette bataille est représentée des deux côtés de la tête de la hache, animant l'arme-outil de manière spectaculaire. Une fois encore, les représentations ont ici une fonction. Elles animent l'objet et lui donnent un sens, tout en contrecarrant la fonction réelle de la hache, en quelque sorte. Pour en revenir à sa forme, nous pouvons identifier cette hache comme un type spécifique, une hache à trou de manche. La tête de ce type de hache se compose d'une lame qui, une fois affûtée, peut servir à couper ou à frapper, avec une nuque à l'extrémité opposée. La tête de la hache était à l'origine rivetée à un manche en bois inséré dans le trou de la base, à la base de la hache. Les restes de bois conservés à l'intérieur de l'œil de cette hache montrent qu'elle était à l'origine montée sur un manche. Le petit trou circulaire des deux surfaces planes de la hache, de la base de la hache, aurait servi à fixer le manche. Savamment coulée et dorée à la feuille d'or, elle a été coulée en une seule pièce, avec des éléments supplémentaires ajoutés mécaniquement ou coulés. La ciselure a été utilisée pour faire ressortir les détails. Elle mesure environ 15 cm de long et pèse 581 grammes. La figure centrale est une créature composite avec un corps humain et une tête d'oiseau. Avec ses épaules larges, sa taille effilée et ses bras tendus comme ceux d'un humain, cette figure est représentée dans une posture humaine debout. Sa poitrine est assez musclée, tout comme ses bras et ses jambes, qui se terminent par des serres remplaçant ses mains et ses pieds. La musculature est délimitée par des motifs linéaires. Il porte une jupe courte et simple, sans décoration. Des ailes avec un motif de forme de plume émanent de ses larges épaules et le cou de la tête d'oiseau à la tête d'oiseau est décoré de la manière identique à l'apparence des plumes. Il semble avoir deux têtes, mais cela peut être le résultat de la nature double face de la représentation. La double tête, les ailes et la jupe sont couvertes d'une feuille d'or incisée avec des détails. Les têtes, désormais inclinées hors du plan, ont été insérées dans un renfoncement le long du bord supérieur de la hache. D'une main, ou griffe, il saisit un sanglier puissant dont la posture est contorsionnée de telle sorte que son dos hérissé forme la lame de la tête de la hache. D'un côté, il saisit la défense du sanglier, alors que de l'autre, c'est son ventre. La tête du sanglier est projetée en avant, ses pattes sont légèrement pliées et sa queue fendue s'enroule sur le côté. Les traits de son visage sont définis par des reliefs et des détails incisés. La crête de son dos est hachurée. De petites incisions sur son corps suggèrent une fourrure. De son autre main, ou griffe, il saisit le cou d'une autre créature composite également ailée, avec le corps d'un félin, la tête et la gueule béante d'un serpent attaquant et des serres d'oiseau à la place des pattes. Cette figure fantastique, souvent décrite comme un dragon, est rendue en ronde bosse et s'étend depuis le talon de la tête de la hache. Deux ailes superposées, divisées en segments alternativement recouverts de feuilles d'or, s'élèvent depuis le dos de la créature. Son cou et son ventre sont détaillés par des crêtes parallèles recouvertes de feuilles d'or. Sa queue a été ajoutée.
La base de la hache est coupée et finie par une série de petites boucles en fil d'argent insérées dans des trous qui imitent peut-être des lanières de cuir. Toute la surface de fond est intentionnellement marquée de petites entailles qui ressemblent à des poils. La forme de la hache ainsi que les détails stylistiques et iconographiques tels que le dragon ailé, la combinaison de deux métaux pour rehausser le dessin permettent d'identifier cet objet comme un objet de la culture complexe archéologique batromancien, abrégé BMAC. À la fin du 3e millénaire et au début du 2e millénaire avant notre ère, une culture urbaine prospère s'est développée dans cette région le long des fleuves Oxus et Murghab, donc dans l'actuel Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Afghanistan. Soutenu en partie par un commerce florissant de produits de luxe et de biens utilitaires avec les cultures occidentales en Irak, en Syrie et en Turquie, au sud-ouest en Iran et au sud-est dans les vallées de l'Indus, l'ancienne civilisation BMAC comptait des peuplement permanent caractérisé par une architecture, des pratiques funéraires et une culture matérielle distincte. Les outils et les armes, en particulier les haches, constituent une grande partie des objets métalliques de cette région. Ces peuplements ont prospéré au cœur d'un territoire de steppe et de désert, comme en témoignent les résultats de fouilles menées dans les régions depuis les années 1970. Le site de Gonur Tepe, situé dans l'ancien delta de la rivière Murghab, à la frontière du désert du Karakoum au Turkménistan, a été fouillé pendant plus de 40 ans par l'archéologue russe Viktor Saryanidi. Au début du 2e millénaire, Gonur était l'une des plus grandes villes du monde. La citadelle, avec ses palais royaux, ses temples et les bâtiments environnants, occupe à elle seule une surface de 10 hectares. La richesse des matériaux mis à jour sur le site a énormément contribué à notre compréhension de la civilisation BMAC et de l'univers iconographique qu'elle a produit. L'art de la civilisation de l'Oxus est principalement connu par des vases de pierre ou de métal précieux, des armes d'apparat telles la hache du Met, mais aussi des cachets et sauts-cylindres et de la petite sculpture, pour beaucoup issus du marché des antiquités, donc sans contexte précis, mais retrouvés principalement en contexte funéraire, dans des tombes, pour les objets issus de fouilles archéologiques régulières, comme à Gonur. Le décor plus ou moins développé, plus ou moins complexe, qui se déploie sur ces différents objets, montre une iconographie originale qui, s'agissant d'une société sans écriture connue jusqu'alors, est la seule à pouvoir témoigner de l'univers symbolique de ces populations d'Asie centrale de la fin du IIIe et du début du IIe millénaire avant notre ère. Le décor élaboré de la hache du Met qu'a décrit Elena convoque en premier lieu un protagoniste important de l'imagerie et de l'imaginaire centra-asiatique, un être hybride, à corps d'homme et tête d'aigle, qui domine ici, tant par la position centrale qu'il occupe, par son attitude et sa stature, le combat qui nous est donné à voir. Ce héros ou génie à tête d'aigle, comme il est conventionnellement appelé, apparaît fréquemment dans l'iconographie centra-asiatique. Toujours ailé, toujours vêtu d'un pagne court, le corps musculeux, il est dans la plupart des cas représenté dans cette attitude dynamique, propre à l'iconographie du Proche-Orient ancien et dite du maître des animaux, c'est-à-dire debout, les bras éployés, employant les animaux qu'il maîtrise. C'est sous cette forme de héros dompteur qu'il apparaît sur plusieurs empreintes de sceaux retrouvées sur le site de Gonur au Turkménistan. Sur l'un, notre génie à tête d'aigle est en train de maîtriser des bouquetins, tandis qu'un aigle aux ailes éployées complétant le décor semble l'assister. Sur l'autre, apposé sur une bulle d'argile, il est vu de profil, le bras gauche levé au-dessus de la tête, maîtrisant un sanglier, comme sur la hache du Met, et un autre animal difficilement identifiable. Un autre saut-cylindre au décor plus complexe, provenant lui aussi des mêmes fouilles, le représente dans cette même fonction de héros dompteur, mais dans une attitude quelque peu différente. Figuré à mi-corps, le héros à tête d'aigle est ici représenté les deux mains jointes à l'avant du corps, dans une attitude de domination retenue, encadrée par deux serpents. C'est encore sous son image la plus classique qu'il apparaît sur le décor d'une autre hache exceptionnelle en alliage cuivreux conservée en collection privée. Comme pour l'exemplaire du Met, le décor se dédouble sur les deux faces, mais de manière exceptionnelle ici, le héros est représenté avec la tête de face.
La représentation reprend tous les codes iconographiques propres au personnage. Les ailes, le corps musculeux, les serres remplaçant les membres terminaux, mains et pieds, le pagne, même l'attitude dominatrice. Il empoigne ici, par les cornes, 2 bouquetins, lui conférant une fonction de pourvoyeur de gibier faisant écho aux nombreuses scènes synégétiques de l'art de la civilisation de l'Oxus, connues notamment dans l'art de la tauretique. Le même génie à tête d'aigle apparaît enfin parfois dans une attitude toute différente, agenouillé et non plus debout, dans une attitude qui n'est donc plus celle d'un héros dominateur, mais parfois interprétée comme étant celle de l'adoration. C'est ainsi qu'il est représenté sur un cachet compartimenté en cuivre des collections du Louvre, les ailes éployées se confondant avec ses bras, encadrant 2 triangles, parfois interprétés comme symbolisant des montagnes. On le retrouve aussi sur toute une série de petits cachets bifaces en chlorite, dits cachets du Mourghab, du nom d'une des principales rivières de la région. Sur les 2 exemplaires présentés également dans les collections du Louvre, il est figuré agenouillé, la main droite levée à l'avant de la tête et la main gauche tenant un serpent. L'autre protagoniste important du décor de l'âge du Met est l'animal composite à corps de lion, aux ailes d'oiseau et à tête de serpent que maîtrise le héros à tête d'aigle. Il appartient au riche répertoire de représentations de dragons qui peuplent l'imaginaire de la civilisation de l'Oxus. Sur l'âge du Met, c'est sous sa version léonine qu'il apparaît. Ce monstre prédateur a été représenté à travers différents médiums, par exemple sur une exceptionnelle mosaïque d'ivoire constituant le décor d'un coffre en bois retrouvé dans une des tombes de la nécropole royale de Gonour. Comme sur la hache, on retrouve ici le corps et les pattes de lion, les ailes lui conférant son caractère céleste, et la tête de serpent qui caractérise le dragon lion, de même que la corne et la barbe qui encadrent son visage. Droit sur ses pattes arrière, sur le point de bondir, le dragon lion a, comme sur la hache, la gueule grande ouverte, laissant entrevoir une féroce dentition prête à avaler sa proie. Régulièrement rencontré sous une forme léonine, le dragon apparaît également dans l'imagerie centra-asiatique sous une forme ophidienne. C'est sous cet aspect de dragon-serpent, avec une tête représentant les mêmes caractéristiques, gueule ouverte, croc menaçant, langue protubérante, cornes, barbe, qu'il est gravé sur un petit vase de chlorite serpentant entre des groupes d'écailles symbolisant des montagnes. La tête cornue et barbue du dragon-serpent se retrouve toujours sur une petite hache en bronze dont la lame semble crachée par le monstre, dont la dimension céleste est rappelée par l'aileron ornant le talon. Retrouvé à Suse, en Iran, dans un dépôt votif du temple d'Inshushinak, le dieu tutélaire de la cité, cette hache doit cependant bien être attribuée au monde centra-asiatique. Comme d'autres objets importés retrouvés à Suse, elle témoigne des échanges à longue distance qui liait le royaume des Dames, dont Suse était une des capitales, aux régions voisines et, dans ce cas particulier, au grand centre urbain de la civilisation de l'Oxus. Au-delà de cette importation exotique provenant de Suse, l'iconographie du dragon-serpent a été largement partagée dans l'ensemble du monde iranien, en Élam ou au Louristan. Il constitue notamment l'ornement principal d'une série d'armes d'apparat qui rappellent dans l'esprit la hache précédemment évoquée et à laquelle appartiennent les 2 exemplaires présentés à l'écran, celui du haut conservé au Louvre, celui du bas conservé au Metropolitan Museum. On y retrouve dans les 2 cas la lame arrondie, très développée, crachée par la tête d'un serpent, parfois cornu, dont le corps vient s'enrouler autour de la douille, tandis que l'aileron, parfois complété par une tête d'oiseau, vient rappeler la nature céleste du monstre. Des dragons peuplent aussi l'imagerie des sceaux bifaces dits du Mourghab, dont je vous ai déjà présenté quelques exemplaires. Sur les 2 présentés maintenant, conservés toujours dans les collections du musée du Louvre, on y retrouve la représentation d'un dragon-lion qui engendre des serpents. Les reptiles semblent clairement sortir du ventre de l'animal dont ils sont l'émanation. Sur la face opposée de ces 2 sceaux, le serpent est représenté aux prises avec un rapace. Sur l'un, l'oiseau vu de profil l'attaque de son bec. Sur l'autre, l'oiseau est vu en majesté, les ailes éployées, capturant 2 serpents. Cette même image se retrouve développée sur un cachet compartimenté en argent provenant de Gonour, où les serpents sont représentés en train de mordre l'aigle. Une telle iconographie invite à voir dans cette opposition aigle-serpent la représentation métonymique du combat illustré par la hache du Met, notamment,
et qui oppose le héros à tête de rapace, dont l'aigle est l'acolyte, et le dragon-lion, dont le serpent est la progéniture. L'art de la civilisation de l'Oxus offre d'autres représentations à travers lesquelles, sous sa forme principalement léonine, le dragon est associé à un autre personnage anthropomorphe féminin cette fois-ci. C'est notamment le cas de l'exceptionnel cachet en argent provenant de Bactriane, conservé au Louvre, que nous avons convoqué sur scène. D'un diamètre de 6,7 cm, ce grand sceau de forme ronde est doté sur sa face avant d'un petit anneau, une bélière, qui permettait autant de manipuler l'objet que de l'attacher à un lien pour le porter peut-être en collier, ce que semble indiquer une perle perforée prise dans la bélière elle-même. La face avant est richement décorée, nous y reviendrons dans quelques instants, tandis que l'arrière correspond à la face fonctionnelle de l'objet. Elle est constituée par une série de petits compartiments reprenant le contour général du motif représenté sur la face avant, d'où le nom de cachet compartimenté donné à ce type particulier de sceau. C'est cette face arrière cloisonnée du cachet qui était apposée sur l'argile pour y imprimer, au même titre qu'un sceau-cylindre, une empreinte ayant valeur de signature. Sur la face avant, délimitée par une bordure guillochée, une figure féminine est représentée trônante, le visage de profil, le buste de face et le bas du corps également de profil. Son visage est aujourd'hui peu détaillé du fait de la corrosion de l'objet, mais le modelé originel se distingue encore, notamment le nez, le menton, la légère dépression des yeux ou la coiffure complexe ourlée à l'arrière qui forme une sorte de chignon bas sur la nuque. Le torse à la poitrine peu prononcée se prolonge par deux bras fins qui s'unissent à l'avant du corps, les deux mains jointes se confondant avec la naissance de la bélière. Un détail surprend. De ses épaules semblent émerger, bondir, deux petits capridés. Leurs pattes antérieures sont projetées à l'avant, tandis que leur tête de profil, dont on distingue le museau, l'oreille et la corne, est tournée vers l'arrière en direction de la figure féminine. Si le torse du personnage ne porte pas trace d'un quelconque vêtement, ses jambes sont au contraire couvertes d'une longue robe moulante ornée de mèches. Le traitement particulier de ce vêtement rappelle celui du konakès mésopotamien, vêtement constitué par une toison laineuse et porté indifféremment par les hommes et femmes de Mésopotamie à l'époque sumérienne. La figure féminine est assise en Amazone sur un quadrupède fantastique qui n'est autre que le dragon-lion dont l'iconographie rappelle pour beaucoup celle déjà détaillée au sujet de la hache du Met. Le corps, les larges pattes et la queue sont celles d'un lion. Le cou allongé et la tête sont empruntés au serpent, qui est ici encore représenté muni d'une petite barbe et d'une corne frontale. De par son association avec le dragon-lion sur lequel elle trône, la figure féminine du sceau du Louvre doit être considérée comme une émanation divine, une divinité. C'est dans cette même attitude de domination qu'elle apparaît régulièrement sur d'autres sceaux de la civilisation de l'Oxus, tel un cachet compartimenté en cuivre du Louvre, en haut sur l'écran, où elle tient une coupe, un dragon cornu lui servant toujours de siège, ou encore, sur l'image du bas, sur un grand cachet en argent provenant de Gonour. Toujours vêtue d'une longue robe à mèches laineuses de type konakès, elle domine ici un dragon mi-lion, mi-serpent. Elle est par ailleurs dotée d'ailes qui soulignent ici son caractère divin. Si la déesse du cachet du Louvre en est dépourvue, sa divinité est cependant confortée par les jeunes capridés qui émergent de son buste. Ce type de représentation est en effet une convention iconographique empruntée à la Mésopotamie, où dieux et déesses sont figurés à partir du milieu du IIIe millénaire, avec leurs attributs jaillissant de leurs épaules. Dans le cas présent, ces jeunes capridés renvoient à l'idée de fécondité, de renouveau de la nature. Ailleurs, la déesse est associée plus nettement à la fertilité et à la végétation naissante, lorsque, par exemple, des épis sont représentés jaillissant de son corps, comme sur une rare statuette composite retrouvée dans une tombe royale de Gonour et dont seuls les éléments d'or, de bronze et de gypse subsistent. Ou encore sur un sceau-cylindre de Gonour où elle est associée à des animaux, quadrupèdes et serpents. C'est encore en déesse de la végétation triomphante, debout sur une barque, qu'elle apparaît sur les 4 faces d'un exceptionnel petit flacon de chlorite entouré de fleurs de pavot conservées également dans les collections du Louvre.
La hache du Met et le cachet du Louvre, réunis ensemble, offrent une illustration inédite de l'univers symbolique et du système de croyance de la civilisation de l'Oxus, que l'on pense fondée sur l'interprétation mythologique, une interprétation mythologique du cycle des saisons, de la végétation et de l'eau. Dans cette perspective, le panthéon centra-asiatique semble dominé par la grande déesse de la fertilité et de la fécondité, trônant en signe de domination sur un dragon mi-lion, mi-serpent. Ce dernier incarne, dans ses différentes déclinaisons, les forces de la nature qui retiennent les eaux pendant l'hiver, provoquant la destruction de la végétation. Dans son œuvre de garante de la bonne marche du monde, la grande déesse est secondée par le héros à tête d'aigle, chargé de combattre, de maîtriser plutôt le dragon, pour qu'il libère au printemps l'eau vitale devant permettre le renouveau de la nature. Quelle que soit l'interprétation exacte qu'il faille faire de l'épisode représenté sur la hache du Metropolitan Museum, son exubérance formelle, sa préciosité en font un objet d'exception parmi les plus prestigieux de la civilisation de l'Oxus et invite à s'interroger sur sa fonction réelle qui n'a pu être celle d'une arme destinée au combat, mais nécessairement d'une arme d'apparat à forte valeur symbolique. Elle appartient d'ailleurs à une typologie bien attestée en Asie centrale et que caractérise autant la complexité de leur forme que la richesse de leur décor et le luxe des matériaux et techniques employés pour leur fabrication. Ici, une tête de marteau en argent massif rehaussée d'or prend la forme d'un sanglier agenouillé traité dans une veine naturaliste. Là, un sanglier charge un tigre, lui-même attaquant un bouquetin. Tous forment le décor complexe d'une autre tête de hache en bronze, incrustée d'argent, provenant du trésor dit de l'Oxus et conservé au British Museum de Londres. Trop peu d'éléments permettent de préciser plus avant la fonction exacte de ces objets qui, quand leur contexte archéologique est connu, étaient disposés aux côtés de leurs propriétaires dans la tombe pour les accompagner dans la mort. Pourtant, à la même époque, dans le sud-ouest de l'Iran, à moins de 1500 km du berceau de cette civilisation de l'Oxus, une coutume spécifique est attestée dans le royaume des lames, qui offre peut-être une clé d'interprétation à cette production d'armes d'apparat. 2 empreintes de seaux cylindres, retrouvées à Suse, l'un sur un scellement, l'autre sur une petite tablette, illustrent ainsi des scènes de remise d'insignes de dignité par le roi à des membres éminents de sa cour et de son administration. À droite, sur l'empreinte de la tablette, le roi Kindatu tend à son fils Imazu une arme courbe. À gauche, sur un scellement, l'empreinte montre le scribe Kuximut recevant des mains d'Idadu II, gouverneur et futur roi des lames, trônant sur la gauche, une arme d'apparat dont la forme, celle d'une tête de serpent crachant la lame de l'outil, est bien connue par des exemplaires matériels. Il n'est ainsi pas impossible que la hache du Metropolitan Museum soit un des témoins, comme plus largement les armes d'apparat connues rattachées à la civilisation de l'Oxus, de cette pratique d'une tradition similaire au tournant des 3e et 2e millénaires avant notre ère en Asie centrale. Depuis plus d'1 an maintenant, ces 2 objets, ainsi que 8 autres provenant de la collection du Met, ont été chaleureusement accueillis dans les galeries des antiquités orientales du Louvre, où ils peuvent être admirés pendant que leurs galeries d'origine au Met sont fermées pour d'importants travaux de rénovation. Je profite de cette occasion pour vous inviter à venir à New York au printemps 2027 afin de découvrir ces objets dans un cadre tout nouveau et passionnant. Conçu par le cabinet d'architectes Nada, dirigé par le designer principal Nader Teherani, les nouvelles galeries consacrées à l'art de l'Asie occidentale antique comprendront des décors architecturaux reflétant les matériaux de la région, l'argile, le cuivre, le bronze, l'or, l'argent ou le lapis-lazuli, ainsi que de nouveaux cadres de conservation pour la collection. Présentant ces récits anthologiques et des histoires concentrées sur les personnes, mettant en avant les ressources matérielles et les technologies fondamentales, les perspectives régionales, la recherche sur la provenance et la transparence. Les nouvelles galeries seront un espace accueillant
la participation des communautés patrimoniales et le promouvant avec le patrimoine essentiel de cette région formatrice, créant une expérience profondément engageante et significative pour tous les visiteurs. Merci.